de vous retrouver, les anciens amis, les anciens collègues. Alors, ma plénière, donc, elle va être plutôt, on va dire, un aperçu des problèmes qui se posent concernant donc l'intégration à haute échelle des énergies renouvelables sur le réseau donc électrique. Tout à l'heure, le collègue m'avait parlé, le collègue Haddad a parlé donc d'intégration. C'est vrai que actuellement chez nous, donc, cette intégration est très, on va dire, est pratiquement inexistante, mais donc cette plénière se veut, on va dire, une vision à long terme, Inch'Allah, d'accord? Alors, donc ma plénière est intitulée donc Stabilization Distribution Grid with High Integration of Renewables. Alors, pourquoi donc ce thème-là? Tout simplement parce que jusqu'à présent, on parle beaucoup d'intégration au réseau. C'est une bonne chose, c'est vrai, mais jusqu'à une certaine limite. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on raisonnait donc avec les grands réseaux électriques classiques, soit interconnectés, qui étaient donc soit à base donc de turbines à gaz ou bien de turbines donc hydrauliques, et donc elles étaient donc à base de générateurs synchrones. Et donc ces réseaux-là classiques ne posaient pas beaucoup de problèmes de stabilité. Pourquoi? Parce que comme ils étaient à base de machines donc synchrones, on pouvait régler, on va dire, plus ou moins facilement et le niveau d'amplitude et la fréquence. Donc, on n'avait pas de problème donc, d'oscillation de fréquence ni de problème de synchronisation. Mais le problème, c'est que lorsqu'on intègre donc des énergies, des sources renouvelables, ces sources-là, par rapport à ce réseau, c'est des intrus. C'est une intrusion par rapport au réseau. C'est comme si on avait violé un petit peu les codes de ce réseau. Donc, ça marche jusqu'à une certaine limite. C'est vrai que jusqu'aux années 2000, on ne s'est pas aperçu du problème, tout simplement parce que ce n'était pas assez développé. Mais à partir de 2000, on va dire 2005, c'est là où on a commencé à observer les premiers dégâts de l'intégration de ces énergies dans le réseau. Le premier incident qu'on a observé, c'est au niveau du réseau néerlandais en 2003. On avait donc des oscillations de fréquence, et donc à l'époque, on se disait c'est un problème qui est lié à la qualité de l'énergie. Personne n'a pensé à problème d'instabilité. La même chose, le problème s'est répété aussi en 2009 au Texas, avec donc des systèmes d'éoliens. Le même problème, avec donc aussi des oscillations. Là aussi, donc, problème, donc, personne ne s'est aperçu de ce problème-là. C'est pourquoi, donc, on va dire les académiciens, les chercheurs, se sont penchés donc sur ce problème. Ils se sont dit, donc, effectivement, ces problèmes-là d'instabilité sont dus certainement à un dépassement de la limite autorisée sur le réseau électrique. D'accord? Donc, et ces instabilités, donc, c'est-à-dire même la notion de stabilité a changé par rapport au réseau, par rapport donc au réseau classique. Dans les réseaux classiques, le problème d'instabilité, c'est vrai, ils existaient, mais ils n'étaient pas majeurs. Généralement, c'était des instabilités qui étaient liées donc au transitoire électromagnétique. Donc, on pouvait les régler plus ou moins. Mais lorsque donc, on a intégré à haute échelle les énergies renouvelables, le PV, l'éolien, en plus, cerise sur le gâteau, les véhicules électriques, tout ça a fait qu'évidemment, on a dépassé les limites du réseau qui se sont manifestées sous forme d'instabilité. Donc, ça veut dire que même la notion de stabilité pour ce type de réseau que je vais appeler moderne est tout à fait différent de la vision donc des réseaux classiques. Parce que les réseaux classiques, on peut les classer comme des réseaux déterministes, parce qu'on peut prévoir plus ou moins le comportement, à part les problèmes d'instabilité, alors que les réseaux modernes, ce sont des réseaux, ces systèmes qu'on appelle des systèmes stochastiques. Tout simplement parce que tout devient aléatoire, tout devient stochastique. L'énergie donc éolienne ou photovoltaïque, de par son intermittence, est un phénomène stochastique. L'éolien également.
La même chose donc pour les véhicules électriques qu'on a maintenant intégrés au niveau du réseau. Et le problème des véhicules électriques, c'est que c'est des systèmes qui peuvent jouer le rôle de charge en même temps donc de système donc de stockage. Et maintenant, avec les réseaux, avec les systèmes donc, modernes, on a donc ce qu'on appelle, par exemple, le véhicule to grid et grid to véhicule. C'est-à-dire que là, on a, si vous voulez, un système qui est bidirectionnel. Tout ça, évidemment, ça crée un problème. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que on s'est mis à intégrer de façon massive ces énergies, il faut penser donc à les interfacer avec le réseau. Et que vous savez bien que pour interfacer une énergie, une source d'énergie renouvelable, il faut une interface. Et l'interface qu'on utilise, c'est une interface à base d'électronique de puissance. Donc, qui dit donc électronique de puissance, donc dit des composants en plus. Qui dit donc électronique de puissance, il faut donc une commande qui soit adaptée. Ça, c'est le premier problème. Troisième problème, c'est que toutes ces sources, chaque source a sa dynamique. Donc, on prend par exemple la commande d'une PV n'est pas la même que celle de l'éolienne, n'est pas la même que, par exemple, de notre énergie. Ce qui fait que tout ça, plus, ça crée beaucoup de problèmes. Et donc, d'où donc il faut penser sérieusement au problème de stabilité si on veut intégrer à haute échelle. La même chose, donc, ça veut dire que lorsqu'on parle de stabilité maintenant, même la notion de stabilité dans ces réseaux modernes est complètement différente de la stabilité dans les réseaux classiques. Alors, juste comment je vais donc structurer ma plénière, donc je vais introduire un petit peu les problèmes donc, liés à la stabilité dans les réseaux modernes, un aperçu sur les microgrids en général, parce que peut-être il y a des gens qui ne sont pas familiers avec toutes ces notions, donc ça permet un petit peu de les mettre dans le bain. Ensuite, donc, le concept et la classification de la stabilité dans les microgrids. Et enfin, donc, un état de l'art des principales techniques donc, de stabilisation. Et enfin, donc, je vais conclure donc, ma plénière. Alors, je disais tout à l'heure, donc, lorsque donc, on intègre donc, les énergies renouvelables et les véhicules électriques en général, donc, il y a un phénomène donc, d'instabilité qui est dû généralement à ce qu'on appelle des phénomènes de résonance. Ces phénomènes de résonance sont dus à quoi? D'abord, elles sont dues d'une part à l'interaction entre donc, les transitoires électromagnétiques du réseau classique avec donc les convertisseurs de puissance, d'une part. Et deuxième chose, c'est dû donc à l'interaction donc entre les convertisseurs et la commande de ces convertisseurs. Donc, il y a une double interaction. Bien, donc, ça veut dire que comment donc on va traiter ce problème donc d'instabilité? Il y a beaucoup de types d'approches. Il y a beaucoup de types d'approches. Évidemment, chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Mais au départ, lorsqu'on a commencé donc à, si vous voulez, à voir ces problèmes-là, on a pensé tout simplement, on s'est dit, puisqu'il y a un problème qui est dû, l'origine c'est les convertisseurs, et bien ce qu'on va mettre, on va essayer donc de commander, on va commander en stabilité évidemment, on va donc implémenter donc des commandes stabilisantes au niveau donc de chaque type de source. Et normalement, le problème devrait être réglé. C'est ce qu'on appelle la commande décentralisée. Là aussi, donc, ça a marché à un certain moment, mais jusqu'à encore une certaine limite. Lorsqu'on arrive à une limite, ça ne marche plus. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a plus affaire, si vous voulez, à des systèmes qui sont déterministes. De par leur nature, c'est des systèmes qui sont aléatoires. Donc, lorsque l'intégration est moyenne, ça marche, mais arrivé à un certain moment, la commande décentralisée ne fonctionne plus. Donc, on a pensé à d'autres types de commandes dont on va parler tout à l'heure. Alors, la première remarque, c'est que le passage, comme je disais tout à l'heure, le passage donc et l'intégration donc des énergies renouvelables et les véhicules électriques, si vous voulez donc, on est passé d'un modèle centralisé
classique à base de générateurs synchrones à un modèle donc qui est décentralisé, qui est intelligent et qui est flexible, tout simplement, grâce donc évidemment à l'évolution de la technologie. On a maintenant des réseaux de télécommunications sans fil qui sont très rapides. On a donc des moyens, des outils comme l'intelligence artificielle qui permet de régler pas mal de problèmes. On a par exemple l'IoT aussi donc qui est importante et donc qui peut aider donc à la gestion donc de ces réseaux, mais reste le point noir qui est le problème donc de la stabilité. Juste quelques chiffres simplement pour illustrer donc, si vous voulez, le degré d'intégration de ces renouvelables dans le réseau électrique. Par exemple, en 2024, 19,5% de la production mondiale en électricité provient donc de ressources à énergie renouvelable. C'est pour vous dire que c'est quand même pas négligeable. Deuxième chiffre qui est important, c'est si on prend les pays nordiques, qui sont un petit peu un cas à part, comme la Finlande, le Danemark, la Norvège, actuellement, donc, ils sont à 80% d'intégration pour l'électricité donc renouvelable. Donc, vous voyez, donc, ils ont quand même pris pas mal d'avance par rapport au reste donc, du monde. Troisième chiffre qui est important aussi, c'est l'évolution. Donc, l'évolution, on s'attend que d'ici quelques années, on va passer donc à une augmentation de 8% donc, en production d'électricité donc renouvelable. Donc, on va passer pratiquement à 25% donc, de la production d'électricité renouvelable. Donc, tout ça montre que maintenant, les énergies renouvelables donc, ont pris beaucoup d'importance et maintenant, ils commencent un petit peu à se familiariser avec les réseaux classiques. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les réseaux classiques, eux, ils continuent à marcher toujours, évidemment, avec les machines synchrones. Et le problème qui se pose, c'est lorsqu'on mélange, lorsqu'on fait une mixture entre le réseau classique et moderne, eh bien, on a des phénomènes qui sont, si vous voulez, incompatibles. Parce que si on prend le réseau classique, qui donc à base de machines synchrones, si vous voulez, on dit qu'il a une inertie donc qui est importante. Donc, généralement, on n'a pas de problème de fréquence. Alors que dans les réseaux modernes, qui sont à base donc de convertisseurs de puissance et d'électrons de puissance, on n'a plus cette constante de temps mécanique qui fait que l'inertie, si vous voulez, existe. On n'a plus ce problème d'inertie, tout simplement parce que ces convertisseurs sont en base d'interrupteurs. Et évidemment, avec les nouvelles technologies, donc, on a des interrupteurs qui sont très rapides. Et ce qui fait, évidemment, on a gagné, c'est vrai, en fréquence de travail, mais d'autres problèmes, on n'arrive plus maintenant à suivre, si vous voulez, c'est-à-dire le réseau classique n'arrive plus à suivre, si vous voulez, le réseau moderne. D'ailleurs, on arrive à un point où maintenant, il y a des commandes stabilisantes, on essaie d'émuler donc, si vous voulez, l'inertie des réseaux classiques, tout ça, parce qu'on a vu que ça marche. Donc, on fait des commandes stabilisantes pour émuler donc si vous voulez, le problème donc de l'inertie. Ça marche plus. Non, non. Alors, tout ça, évidemment, on parle donc d'énergie renouvelable. Et bon, évidemment, chez nous, ce n'est pas encore le cas. Mais maintenant, comme vous savez, en Europe, comme a dit le collègue, et surtout en Chine, où le problème maintenant est vivable, c'est l'intégration donc des véhicules électriques, hein, de par sa nature, parce que le véhicule électrique, comme je disais tout à l'heure, donc il joue le rôle en même temps de charge et en même temps donc de système de stockage. Donc là aussi, donc, il faut penser donc au problème de protection, à la stabilisation de tout ça, et donc ça complique encore plus le problème. Évidemment, donc, ça veut dire que tous ces phénomènes-là, donc, il faut penser donc à, si vous voulez, essayer donc de régler tous ces problèmes donc, qui sont liés donc à l'intégration de toutes ces ressources et les véhicules électriques. Alors, la notion de stabilité dans les réseaux. Alors, cette notion de stabilité, donc, elle est due à quoi? Elle est due principalement donc aux dispositifs d'électronique de puissance, de par leur dynamique
Donc, si vous voulez, donc, chaque source a sa propre, a sa propre dispositif, a sa propre commande, et donc chaque type de commande a sa dynamique. Et ce qui fait que lorsqu'on met tout ensemble, ça pose des problèmes donc d'incompatibilité. Ce qui crée donc de la distorsion et de l'oscillation. Par exemple, je disais tout à l'heure, donc, quand on s'est aperçu donc, du problème d'instabilité, en 2003, c'est là où on a commencé à voir le problème d'instabilité dans le réseau néerlandais, et en 2009, au niveau donc du réseau donc américain, plus exactement donc. Alors, tous ces phénomènes d'harmonique, évidemment, non seulement c'est nuisible donc, pour la qualité de l'énergie, c'est normal, mais c'est surtout donc, ça nuit donc au bon fonctionnement des équipements et ça nuit aussi donc à la sécurité de ces équipements. Donc, il faut retenir maintenant qu'on a maintenant, avec donc les réseaux modernes, on a donc de l'instabilité qu'on appelle donc de la stabilité harmonique ou de l'instabilité donc à résonance. Alors, juste un petit rappel peut-être pour les gens qui ne sont pas dans le domaine, qu'est-ce qu'on appelle donc un micro-réseau? Tout simplement la définition d'un micro-réseau. Donc c'est un ensemble tout simplement de ressources d'énergie qui sont distribuées, d'énergie donc renouvelable. Donc il y a donc les sources d'énergie renouvelable et évidemment aussi il y a les systèmes donc de stockage et les charges et tout ça donc si vous voulez fonctionne comme une entité donc unique, contrôlable. Alors les micro-réseaux donc on les classe suivant d'abord si vous voulez le voltage. Bon, il y a ce qu'on appelle les basses, les médiums et les hautes, mais ça aussi entre 400 volts et 69 kilovolts. On peut les classer aussi suivant leur taille. Il y a donc des micro-réseaux qui sont grands et complexes. Ça peut aller jusqu'à la dizaine donc, de mégawatts, avec diverses sources d'énergie renouvelables et avec diverses multiples charges. Comme il y a donc des micro-réseaux qui sont petits donc et simples, ça va jusqu'à des centaines de kilowatts. Et enfin donc aussi donc ces micro-réseaux donc ils peuvent fonctionner soit en connecté au réseau, soit ils peuvent être déconnectés du réseau. C'est ce qu'on appelle donc l'îlotage. Alors quelle est la différence essentielle? Ce qu'on appelle donc les réseaux connectés et les réseaux autonomes. Le problème qui se pose, c'est que c'est un problème surtout de fréquence. Les micro-réseaux qui sont connectés au réseau classique, généralement, donc, on n'a pas un grand problème d'instabilité de fréquence, puisque cette fréquence est commandée par le réseau classique, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a des machines synchrones et on a plus ou moins. Par contre, le problème qui se pose de fréquence et d'instabilité de fréquence, c'est au niveau donc des micro-réseaux donc, qui sont autonomes. Hein, c'est ce qu'on appelle les smart gates. Et c'est là où le problème d'instabilité de fréquence est le plus accru. Alors, quelle différence essentielle qui existe aussi entre un réseau classique et un micro-réseau? Un micro-réseau, donc, de par sa nature, donc, on a un nombre limité donc, de ressources. On a un nombre limité donc, de charges. Et donc, ces charges sont liées par des câbles. Et généralement, le câblage est beaucoup plus petit que dans le cas des grands réseaux classiques. Alors, quelle est donc on va dire la conséquence? La conséquence, c'est que, tout simplement, on n'a plus ce phénomène donc de... Parce que, si vous voulez, le rapport maintenant R, c'est la résistance sur inductance, si vous voulez, ou réactance, si vous voulez, il est petit. C'est-à-dire qu'on a plutôt un côté résistif qu'un côté inductif. Donc là aussi, vous voyez, le comportement est différent que de celui donc, des grands réseaux classiques. Deuxième et troisième chose importante, c'est des réseaux donc, qui sont très incertains de par le caractère aléatoire et l'intermittence
des sources donc, qui le composent. Aussi, chose très importante, c'est le rapport entre donc, la demande, entre le besoin et l'alimentation, donc ce qu'on appelle demand supply balance. Au niveau des réseaux classiques, on n'a pas ce problème, alors que dans les réseaux, les micro-réseaux, c'est un phénomène donc, et c'est un problème qui est crucial. Parce que tout simplement, si donc on ne respecte pas cet équilibre entre offre et demande, donc il y a un déséquilibre, ça peut créer donc un problème d'instabilité, un problème donc de variation de la fréquence et de, on va dire donc, de la détérioration, la dégradation donc du réseau. Et ensuite, donc, la différence avec les réseaux classiques, c'est évidemment la bidirectionnalité. Là, maintenant, si vous voulez, donc, le consommateur n'est plus passif puisqu'il lui-même, donc, il participe donc à la production d'énergie. Ça veut dire que maintenant, il faut aussi donc créer, il faut donc faire attention à la protection aussi donc et à la commande du réseau parce que l'utilisateur est aussi fait partie de ce réseau. Donc, le problème donc, de l'inertie, je disais tout à l'heure, donc, dans les réseaux modernes, on a un problème donc d'inertie tout simplement parce qu'on a introduit donc des convertisseurs de puissance et les convertisseurs de puissance sont beaucoup plus rapides que la machine. Ce qui fait que là aussi, il y a un problème donc, qui va se poser au niveau donc, des micro-réseaux. Et enfin, la capacité, donc, c'est-à-dire que les réseaux classiques, donc, il a une capacité de court-circuit, c'est-à-dire qu'ils peuvent tenir assez. Ce n'est pas le cas donc des micro-réseaux. Et enfin, troisième chose, c'est la charge. Généralement, donc, lorsque on raisonne sur les réseaux classiques, on raisonne sur des charges, lorsqu'elles sont triphasées, généralement, on raisonne sur des charges donc, qui sont équilibrées. D'ailleurs, toute la modélisation, généralement, et toutes les équations qu'on écrit, généralement, on se fixe comme hypothèse, c'est qu'on a une charge qui est équilibrée, et ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans le cas des micro-réseaux. Alors, ici, vous avez donc, on a, si vous voulez, donc, la configuration classique d'un micro-réseau. On a donc ça ne marche pas le pointeur, sinon, ça ne marche pas. C'est pas grave. Ça marche pas. Hein? C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a donc les diverses sources, d'accord? On a donc le SS, donc, qui est le système de stockage, et on a donc, en haut, donc, la charge, et on a les machines synchrones qui sont à la base donc, des réseaux classiques, d'accord? Tout ça donc est relié donc par ce qu'on appelle des filters. Hein? Et la différence avec les réseaux classiques, c'est qu'on a un système donc de contrôle et de communication qui relie toutes les parties. Hein? Comme on le voit, c'est en rouge, donc on voit que la connexion et la communication, c'est-à-dire qu'il y a un échange permanent et rapide entre toutes les parties, d'accord, pour l'information. Et chaque ici, par exemple ici, donc, dans ce cas-là, donc, on a ce qu'on appelle une commande décentralisée. C'est-à-dire que chaque source, on a sa propre commande. Alors, vous voyez ici, donc, il y a trois types de commandes. Il y a la commande primaire, il y a la commande secondaire et la commande tertiaire. Et chaque type de commande, elle est dédiée donc à une partie donc du micro-réseau. Par exemple, au niveau donc des sources, on utilise ce qu'on appelle la commande primaire. Alors, pourquoi on appelle primaire, secondaire ou tertiaire? Tout simplement, c'est par rapport donc à l'action. C'est-à-dire que lorsqu'on veut agir, on va commencer par agir sur la commande primaire. Parce que, si vous voulez, c'est comme si on a une urgence. Donc, c'est la priorité. Donc, on va commander tout d'abord par priorité. Donc, on va commencer par commander d'abord la source. Ensuite, donc, on va commander le réseau. Et ensuite, à la fin, donc, on va commander uniquement le réseau. Donc, c'est tout simplement parce que c'est, si vous voulez, la priorité de commande. C'est pour ça, donc, on classe en trois types, primaire, secondaire et tertiaire. Alors, le concept donc, de stabilité. Si on prend donc la stabilité au sens de la théorie des systèmes, donc, en théorie des systèmes, c'est quoi la stabilité? Par définition, un système est stable, hein, tout le monde le sait. On dit que lorsqu'il est soumis à une perturbation, il revient toujours
à ces variables d'état. Donc, on va utiliser donc la même notion de stabilité, exactement la même chose. Donc, on a des variables qu'on va définir, par exemple, la fréquence, la tension, le courant, la puissance active, la puissance réactive. Et ce qu'on appelle une perturbation, donc une perturbation, par définition, c'est un tout facteur donc, qui est exogène, donc qui est en dehors, si vous voulez, du système. Par exemple, on peut avoir, par exemple, un court-circuit. Un court-circuit est une perturbation. Par exemple, lorsqu'on a, par exemple, un réseau, lorsqu'on a une perte d'une unité de génération, ça aussi, c'est une perturbation. Et donc, ces perturbations, du point de vue donc, théorie des systèmes, on va les classer aussi donc des grandes perturbations et des petites perturbations. Alors, les petites perturbations, comme vous le savez, c'est lorsque, du point de vue mathématique, on peut linéariser le système autour de cette perturbation. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y a des méthodes donc classiques de stabilité qu'on peut utiliser, normale, la plus classique. On peut utiliser donc la modélisation dans l'espace d'état, généralement avec les fonctions de transfert. Il y a ce qu'on appelle les grandes perturbations. Les grandes perturbations, évidemment, ça ne marche plus. Donc là, il faut faire appel à d'autres techniques, par exemple la méthode de Lyapunov, etc. D'accord? Ou bien, si on n'arrive pas à modéliser, à ce moment-là, on utilise ce qu'on appelle de la simulation en temps réel. Donc, c'est quoi la simulation en temps réel? Si on ne peut pas modéliser de façon mathématique, donc il faut faire ce qu'on appelle de l'analyse orientée design. Donc, on aura le modèle, mais sous forme, si vous voulez, non pas sous forme d'équation, mais sous forme donc de data, ou sous forme de données. Et d'ailleurs, maintenant, actuellement, on s'oriente plus vers cette démarche que vers la méthode classique où il faut modéliser, parce que tout simplement, on n'a plus affaire donc à des systèmes donc, qui sont déterministes, des systèmes donc, qui sont aléatoires, et donc il faut raisonner donc, de façon probabilistique. Alors, lorsqu'on parle donc de stabilité, évidemment, il faut des commandes stabilisantes. Et au niveau des réseaux, on ne parle plus de contrôleurs. Tout simplement, on appelle de système de commande, de système de commande. Tout simplement parce que ce n'est plus donc un contrôleur classique, si vous voulez, qui est compact, mais vous avez un ensemble donc de contrôleurs. Et tout ça, on appelle donc un système de commande du micro-réseau. Alors, quelles sont les fonctions essentielles donc, du système de commande? C'est de maintenir donc les tensions, les courants, la fréquence dans des gammes acceptables. Deuxième, c'est d'essayer donc de faire respecter donc l'équilibre entre la demande et l'offre. Troisième, c'est de dispatcher l'équipement, par exemple, que tout simplement, par exemple, s'il y a un équipement, par exemple, qui ne fonctionne pas, on va essayer donc de compenser, si vous voulez, ce manque par un autre équipement. Donc, on fait du dispatching. Et aussi, donc, cette commande, aussi, c'est elle qui gère donc la demande énergétique. Et enfin, quatrième fonction, c'est la transition entre le mode connecté et le mode donc îloté, c'est-à-dire isolé. Bon, je disais tout à l'heure, donc, la commande, donc, on peut la hiérarchiser, donc, par priorité, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, pour la stabilité, donc, on va traiter uniquement, donc, la commande, donc, primaire. C'est elle qui s'occupe essentiellement, donc, de la stabilité. Donc, c'est la commande, ce qu'on appelle la commande, donc, stabilisante. Et donc, cette hiérarchie, donc, est liée, donc, à la priorité. Donc, quelles sont les priorités? La première priorité, dans un réseau, évidemment, c'est l'îlotage, parce que c'est lui qui crée le plus de problèmes. Deuxième priorité, c'est le contrôle de la tension et de la fréquence. Et justement, si on regarde par exemple ce point-là, qui est donc le contrôle de la tension et de la fréquence, dans les réseaux classiques, on n'a pas ce problème. Alors que dans les réseaux maintenant modernes, si vous voulez, donc, ces deux variables, elles ne sont plus, donc, elles sont plus indépendantes. Il y a, si vous voulez, un lien entre entre la tension et la fréquence. C'est-à-dire qu'on ne peut plus commander tout simplement la tension toute seule et la fréquence. Tout simplement parce qu'il y a une dépendance entre
ces deux paramètres. On fait donc l'équilibrage entre la demande et l'offre en énergie. Alors, quelles sont les variables qu'on utilise dans la commande primaire? Vous avez la tension, la fréquence et les flux, donc, actifs et réactifs. Et cette commande primaire, elle-même, donc, on va la distinguer en trois. Il y a ce qu'on appelle la commande centralisée, la commande décentralisée et la commande semi-centralisée. Donc, au départ, lorsqu'on a commencé donc, à intégrer les énergies renouvelables, la seule commande qui existait, c'était la commande décentralisée. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on prend chaque type de source, PV par exemple, éolien, et on va lui implémenter sa propre commande stabilisante. Et on s'est aperçu que ça ne marche pas tout le temps. Hein? D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a pensé à améliorer donc cette commande-là. On est passé donc à la semi donc, et voilà. Alors maintenant, la classification en gros de la stabilité, on peut distinguer donc, on va dire donc deux types donc, de stabilité. Il y a donc la première, donc, elle est due donc à la stabilité des systèmes de commande. Et la commande donc et la stabilité des systèmes de commande elle-même donc, elle peut être due soit à la commande donc des machines, soit elle peut être due donc à la commande donc à la stabilité donc des convertisseurs d'interface avec le réseau électrique. Ensuite, donc, au niveau donc, de cette stabilité, donc, on peut avoir donc, deux types donc, de perturbations. On a les petites perturbations, hein, d'accord, et on a les grandes perturbations. Et dans ces perturbations elles-mêmes, donc, on va les classer en deux catégories. Il y a les perturbations à petite échelle, c'est-à-dire qui vont durer très courtes perturbations. Bon, lorsque je dis courte, c'est de l'ordre de la microseconde. Et vous avez donc des longues perturbations qui peuvent aller jusqu'à la milliseconde. Et la même chose de l'autre côté, donc, maintenant, l'instabilité donc, qui est liée donc, à l'alimentation donc, en énergie. D'accord? La même chose, donc, on va la séparer en deux. On a donc la stabilité donc, de la tension et la stabilité en fréquence. Maintenant, au niveau de la stabilité en tension, là aussi, donc, on va la partager. Enfin, il peut y avoir deux causes. Il peut y avoir une instabilité qui est due donc à la tension du réseau, tout simplement. Et aussi, donc, on peut avoir aussi donc une stabilité qui est due donc au décénique. Hein, comme vous savez, donc, dans les convertisseurs, il y a toujours le décénique. Et ça veut dire que, tout simplement, on essaie toujours, évidemment, de stabiliser cette tension. Ça veut dire que si cette tension n'est pas stable, automatiquement, donc, elle va fluctuer et donc, elle va faire fluctuer donc, les puissances actives. Donc, ça aussi, donc, c'est une source donc, d'instabilité. Et la même chose, donc, tout ça, évidemment, on va séparer en petites perturbations et en grandes perturbations et en longue et en petite durée. Alors maintenant, je reprends donc le tableau de tout à l'heure, hein, l'organigramme tout à l'heure. Dans ce tableau, on a, si vous voulez, donc, toujours donc, les deux types donc, de stabilité. La stabilité qui est due donc, à la commande et la stabilité qui est due donc, à l'alimentation et au déséquilibre de l'énergie. Et donc, on va essayer de voir, si vous voulez, quelles sont les causes de chaque phénomène et comment cette instabilité, donc, elle va se manifester. Par exemple, si on prend le cas, par exemple, de l'instabilité de la machine, d'accord? Donc, généralement, quelle est la cause? La cause principale, dans les réseaux classiques, généralement parce qu'on n'a pas fait un bon réglage, donc, des contrôleurs. Contrôleurs, donc, en tension, en fréquence. Donc, comment ça va se manifester du point de vue de stabilité? Donc, on a des oscillations donc, qui ne vont pas être amorties. On peut avoir des tensions donc, ou des fréquences qui vont augmenter donc, ou diminuer. Donc, on a une instabilité donc, en fréquence. Par contre, si on prend donc l'instabilité donc, qui est due au convertisseur, c'est-à-dire à la commande de l'électronique de puissance. Alors, quelles sont les causes? Donc là, on a soit un problème donc, de réglage de la commande stabilisante, donc les paramètres ne sont pas suffisamment bien réglés. On peut avoir aussi la PLL. Donc on sait que dans tout convertisseur qui est lié au réseau,
il y a le problème de synchronisation. Et donc, généralement, la synchronisation se fait par une PLL. Et la PLL elle-même, donc, peut être une source d'instabilité. Et à quoi est due l'instabilité de la PLL? Généralement, elle est due donc à la bande passante. Donc, si on a une bande passante qui n'est pas suffisante, la PLL elle-même peut créer donc un problème de stabilité dans le réseau. Donc, vous voyez, chaque composant est source donc de stabilité. Donc, ça peut être dû donc, comme je disais tout à l'heure, l'instabilité donc du convertisseur, soit un mauvais réglage du contrôleur, soit la bande passante de la PLL. Elle peut être due donc à un problème de synchronisation, parce que la PLL ne fait plus son job de synchronisation, et elle peut être due donc à une instabilité harmonique, autrement dit, à un phénomène de résonance, soit entre les commandes, soit la commande elle-même, parce qu'elles n'ont pas la même dynamique. Là aussi, donc, comment ça se manifeste? Ça va se manifester par des oscillations donc, au niveau du réseau. Elles peuvent être donc soit de haute fréquence ou bien de fréquence moyenne. On a donc une baisse des tensions et on a aussi des oscillations généralement de haute fréquence. Donc, vous voyez que suivant donc la cause, enfin, suivant l'endroit où on a l'instabilité, donc les causes ne sont pas les mêmes et la manifestation des phénomènes de stabilité donc n'est pas le même. D'accord? Par exemple, juste pour terminer, des exemples, le problème de stabilité en fréquence. Donc, ça concerne donc la puissance active, généralement, d'accord? Là, ça veut dire que là, lorsqu'on a ce problème-là, généralement, soit on a atteint la limite, donc, en énergie renouvelable, soit on a un problème, donc, on n'a pas suffisamment de puissance active, parce que c'est la puissance active qui va créer, donc, si elle chute, automatiquement, la fréquence va chuter. Donc, soit on a donc une puissance active qui n'est pas adéquate, soit aussi, donc, on a un mauvais partage de la puissance active au niveau donc des ressources. Et là, donc, comment ça se manifeste? Donc, on a un changement rapide donc, de la fréquence, ce qu'on appelle un swing de la fréquence. On a donc des fréquences donc, qui sont basses, puisque ça va baisser. Et aussi, donc, on a le problème, on a donc des puissances qui ne sont pas, évidemment, qui sont pas stables, hein, puisque ça aussi, ça va baisser. Donc, tout ça, évidemment, vous voyez que chaque partie donc, du réseau a ses propres problèmes. Bon, dans cette partie-là, donc j'ai parlé donc des types donc, de stabilité. Je vais essayer donc de faire un aperçu parce qu'il y a beaucoup de techniques de stabilisation. Je vais essayer de vous parler donc des plus récentes et de celles qui sont les plus utilisées. D'accord? Donc, on a commencé par ce qu'on appelle la commande donc décentralisée. Alors, la commande décentralisée, c'est très, on va dire, c'est la commande la plus ancienne. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. On prend donc le réseau. Vous avez donc les types donc, de sources, PV, ou bien éolien, ou bien donc véhicule électrique. Et qu'est-ce qu'on fait donc? On va, si vous voulez, pour chaque convertisseur qui est lié donc à cette source, on va lui intégrer donc sa commande. Vous avez l'exemple ici, en bas. Hein, donc on a ici donc le convertisseur. Et donc on va intégrer, puisque le convertisseur il a sa propre commande normale, et dans cette commande, donc on va implémenter dans la commande stabilisée. Donc on va dans la commande classique, et simplement dans la commande classique, on intègre donc une commande stabilisante. Et on va faire donc la même chose pour chaque type donc, de source. C'est pour ça qu'on l'appelle décentralisé.
Mais cette commande, donc, a montré ses limites. Et c'est pourquoi, donc, on a pensé à ce qu'on appelle la commande, donc, la commande, donc, voilà. Avant de passer à la commande semi-centralisée, je voulais parler juste un petit peu de la commande décentralisée. Alors, pour la commande décentralisée, donc, pour la commande stabilisante, là aussi, donc, généralement, il y a quatre types de commandes stabilisantes. Soit vous avez ce qu'on appelle des commandes passives, ou bien des commandes actives. Vous avez donc, en haut, à gauche, on a ce qu'on appelle, c'est un filtre, hein, c'est un filtre donc sélectif, passif. On peut avoir aussi donc une commande stabilisante à base de filtre, passif, mais donc en parallèle avec le réseau. Et on peut avoir aussi donc des commandes actives beaucoup plus performantes. Celle qui est donc à droite, le B, c'est ce qu'on appelle donc la commande à impédance virtuelle. Je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle comme ça. Et la deuxième, la D, c'est ce qu'on appelle donc le damping, active damping. Alors pourquoi on l'appelle donc impédance virtuelle? Alors l'impédance virtuelle, ça vient d'où? Ça vient tout simplement de la notion de stabilité. Si on regarde le réseau, un réseau classique, à quoi est due donc l'instabilité? L'instabilité est due au fait que l'impédance du réseau, le rapport entre l'impédance du réseau et la charge, si vous voulez, n'est pas adéquat. C'est ça qui crée le phénomène d'instabilité. Ça, c'est le point essentiel. D'accord? Donc, c'est la même chose. Donc, on va reprendre la même notion pour les réseaux modernes. C'est simplement donc pour éviter l'instabilité, il faut faire en sorte que le rapport entre l'impédance du réseau et l'impédance donc des différents micro-réseaux, il faut qu'il y ait un bon rapport entre les impédances. Si on a une bonne adaptation, eh ben, on n'a pas de problème d'instabilité. Et seulement, c'est pour ça que cette commande, on l'appelle virtual impedance. C'est-à-dire qu'on va on va régler, si vous voulez, l'impédance du réseau avec l'impédance du système avec l'impédance du réseau de manière à avoir un bon rapport et donc régler le problème d'instabilité. Donc ça, c'est la commande décentralisée. Décentralisée, c'est une autre vision. Alors pourquoi on l'appelle déjà, si on regarde donc du point de vue topologie, cette commande-là n'est plus placée au niveau au niveau des différentes ressources. Parce que tout simplement, la commande décentralisée, donc, elle pose des problèmes donc, parce que c'est lourd, c'est-à-dire il faut donc l'implémenter pour chaque ressource. Et le problème, non seulement c'est lourd, c'est coûteux, et surtout ça porte des problèmes, hein, des problèmes donc d'indépendance entre les commandes. Donc on a pensé donc à intégrer donc la commande. Lorsqu'on parle de commande, évidemment, je parle de la commande stabilisante. Hein, je ne parle pas de la commande en courant des convertisseurs, d'accord? Alors la différence, c'est que là, vous avez au lieu donc d'intégrer chaque commande pour chaque source, on va introduire ce qu'on appelle donc un active dumper. Donc c'est quoi un active dumper? Tout simplement, comme vous le voyez ici, c'est un convertisseur de type onduleur, donc qui est alimenté en tension. Et dans la commande donc, de son convertisseur, on introduit donc la commande stabilisante. Et la commande stabilisante ici, elle est donc intégrée, par exemple, au niveau donc, de la résonance detection. C'est-à-dire qu'on a un bloc qui va donc balayer et va détecter chaque fois donc s'il y a un phénomène de résonance, ça veut dire qu'il y a un phénomène d'instabilité, et ça, c'est là qu'il va mettre en œuvre donc la commande stabilisante. Et on voit que la différence, c'est que maintenant, pourquoi on l'appelle semi-centralisé maintenant? Parce que l'active dumper, maintenant, n'est plus placé au niveau des convertisseurs, mais il est placé au niveau donc, du point de common coupling, le PCC. Hein? Donc, il est placé pratiquement comme les autres sources. Et enfin, maintenant la plus utilisée, maintenant c'est ce qu'on appelle la commande stabilisante, le Smart Transformer. Smart Transformer. C'est la technique la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle centralisée.
Actuellement, donc, elle est utilisée aux États-Unis, elle est utilisée donc, en Écosse et elle est utilisée en Chine. Donc, c'est les trois pays et c'est la plus utilisée. Alors, pourquoi on l'appelle tout simplement, on l'appelle Smart Transformer? Ce n'est pas un transformateur classique, bien sûr. Hein. Pourquoi on l'appelle simplement? Elle est placée au niveau du transformateur, si vous voulez, classique. Alors, c'est quoi un Smart Transformer? C'est un bloc qui est muni donc d'un système de commande et de communication intelligente. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Smart. Alors, c'est quoi donc, pour simplifier, donc c'est quoi le Smart Transformer? Donc, il est placé donc juste au niveau donc, du réseau. Donc, il n'est pas placé au niveau du PCC. Et au niveau donc du Smart Transformer, il est composé donc de trois blocs. Vous avez donc le premier, donc c'est un redresseur. Ensuite, donc on a un hacheur. Et troisième, le plus important, c'est l'onduleur. On l'appelle donc le convertisseur donc actif. C'est-à-dire que c'est celui-là qu'on va commander, c'est celui-là sur lequel on va donc implémenter donc la commande stabilisante, où on a donc la commande donc, en accès et la détection en résonance. Donc, c'est vraiment la technique la plus utilisée, la moins coûteuse, la plus fiable et la plus intéressante. Bon, juste à titre de comparaison, peut-être qu'il y a des gens du domaine, je ne sais pas. Juste pour comparer un petit peu, ce tableau vous donne un aperçu. Si on compare maintenant la commande de Smart Transformer, le ST, avec d'autres, parce qu'il existe d'autres types de commandes stabilisantes. Peut-être celle qui est très connue, c'est le filtrage actif. Hein, le filtrage, je pense que pas mal de vous travaillent sur le filtrage actif. Le filtrage actif peut faire partie aussi donc des commandes donc, stabilisantes. Mais évidemment, donc, c'est-à-dire pour avoir une idée du Smart Transformer, on compare donc avec le filtrage actif. Il y a une commande qu'on appelle l'Intelligent Node. Alors pourquoi l'Intelligent Node? Tout simplement parce que c'est une commande qu'on place au niveau donc, du transformateur et c'est un nœud qui est intelligent, c'est-à-dire qu'il va toujours adapter l'impédance du réseau avec le reste. C'est pour ça qu'on l'appelle Intelligent Node. Et enfin, donc, on a le PowerRouter aussi, donc c'est une commande donc, qui est centralisée, aussi donc qui est utilisée. Et si on compare, regardez, comment on compare ces quatre types donc, de commandes centralisées, il y a d'abord la suppression des harmoniques. Ça, c'est une première qualité. On a donc les oscillations, c'est-à-dire les problèmes d'instabilité. On a, est-ce qu'elle peut être commandée en temps réel ou pas? Ça aussi, c'est une qualité, c'est une caractéristique. On a, est-ce qu'on peut intégrer avec cette commande donc l'énergie renouvelable? On a la résilience. Hein, la résilience, c'est quoi du réseau? C'est sa façon, si vous voulez, à s'adapter lorsqu'il y a un problème. Il arrive toujours donc à s'adapter au problème et le régler. Donc on appelle la résilience. Et enfin, donc, enseigner les services, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des services auxiliaires? Par exemple, si on, juste à titre de comparaison, on compare par exemple le filtrage actif, qui est connu hein, par tous, plus ou moins, avec le ST. Hein. Si on regarde par exemple les harmoniques, on voit que le filtrage actif, high. Et c'est normal. C'est l'objectif du filtrage actif, justement, hein, pour les gens qui travaillent sur ce domaine, l'objectif principal du filtrage actif, c'est justement d'éliminer les harmoniques. Donc, c'est heureusement que hein, il a donc, si vous voulez, un degré qui aille. Et regardez le ST aussi. Hein. Le ST, donc, il a aussi ce pouvoir. Donc, si on place les deux, ils sont à égalité. Si on regarde maintenant les oscillations, le filtrage actif n'a aucun pouvoir de suppression donc, des oscillations. C'est-à-dire que son rôle, ce n'est pas de stabiliser. Donc, c'est pour ça qu'il est classé dans low. Il ne peut pas supprimer les oscillations. Alors que le smart transformer, lui, l'objectif, justement, c'est un transformateur qui est intelligent. Donc, son but, justement, c'est de supprimer, donc, c'est d'éliminer l'instabilité et de supprimer les oscillations. La même chose, maintenant, si on regarde maintenant la commande en temps réel. Le filtrage actif, on sait qu'on ne peut pas faire de la commande en temps réel du filtrage actif. Ça, je pense que tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on fait généralement dans le filtrage actif? On n'a pas, si vous voulez, lorsqu'on a une commande, c'est-à-dire pour des conditions données, si les conditions changent, c'est-à-dire on a une difficulté donc à s'adapter à ce changement de conditions.
C'est pourquoi, si vous voulez, donc, le filtrage actif, du point de vue commande en temps réel, il est classé dans le low. Alors que le ST, bon, il est pareil, mais il est modulé. C'est-à-dire qu'on peut travailler. Alors pourquoi on ne peut pas travailler en temps réel avec le ST? Pourquoi c'est modulé? Tout simplement parce que, de par la nature des sources, c'est des sources donc, qui sont très intermittentes, elles sont aléatoires, donc c'est difficile donc, de travailler en temps réel. On regarde donc l'intégration, évidemment l'intégration du renouvelable, filtrage actif très bas, hein, pratiquement très peu, alors que le ST, justement, il est dédié à l'intégration donc en énergie renouvelable. Et enfin la résilience, là, le filtrage actif, donc il a une faible résilience, alors que le ST, donc, il a une résilience donc, qui est moyenne. Et enfin, pour terminer, les services auxiliaires, le filtrage actif ne peut faire que du filtrage actif, alors que le ST peut faire donc beaucoup de services auxiliaires, puisque c'est un bloc qui est donc intelligent et qui comporte donc un réseau de communication donc rapide et aussi donc de communication donc qui est intelligente. Donc il peut aussi faire donc des services auxiliaires. Voilà, juste un petit exemple pour vous situer un petit peu. J'ai parlé beaucoup peut-être un petit dessin, ça suffit qu'on en discute, hein, d'accord? Voilà donc un dessin qui résume un petit peu tout ce que j'ai dit. Vous avez ici donc une station. Donc cette station, donc, vous avez de l'énergie renouvelable avec un système de stockage. On a de l'autre côté donc la même chose, donc on a véhicule électrique avec son système donc, de recharge. On a ici donc un parc industriel, d'accord, des usines, etc. On a donc aussi une station donc, en alimentation hydrogène. Et on a donc, c'est un bloc de résidence. Hein, donc, et vous voyez comment si on se met donc à placer toutes les commandes, comment on les installe. Alors, CTRL, ça veut dire control, hein, d'accord? Vous avez donc, si on prend la commande décentralisée, donc vous avez en haut ici une commande qui est décentralisée, c'est-à-dire qu'elle est placée au niveau donc du bloc PV, d'accord? Vous avez la commande, donc ce qu'on appelle semi-centralisée. Donc semi, comme je disais tout à l'heure, c'est une commande, donc c'est un dumper qui est placé donc au niveau du PCC. Le voici, hein, d'accord? Il est en bleu. Donc son rôle, c'est d'atténuer donc les oscillations. Hein, vous en avez un, vous avez l'autre de l'autre côté, et vous avez donc le smart donc, transformer qui lui donc principalement est placé pratiquement à la place du transformateur classique. Donc, et qui a une communication avec tous les blocs. Voilà, donc ça résume un petit peu tout ce que je disais tout à l'heure. Avec ce dessin-là, normalement, ça devrait être plus clair, normalement. Voilà, donc je crois que c'est bon? Vous m'arrêtez hein, si je dépasse, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je pense que ça va. Alors, voilà, juste voilà, un petit exemple. Bon, j'ai parlé beaucoup je vais essayer de rentrer un petit peu pas dans les détails. Moi, je sais que vous n'aimez pas les équations, mais je vais essayer d'éviter les équations. Mais au moins des graves, quand même. Hein. Alors, je vois ici un exemple du Smart Transformer. Alors, Smart Transformer, donc, comme je disais tout à l'heure, donc, c'est quoi son rôle? Son rôle, donc, c'est d'adapter l'impédance du réseau avec l'impédance du reste. Donc, si on a un bon rapport, donc on évite le problème de stabilité. Donc, d'où, évidemment, c'est très important, donc, de concevoir une commande qui permet, donc, d'ajuster l'impédance de sortie, donc, de ce transformer. Ici, à titre d'exemple, c'est un exemple juste pour vous montrer un petit peu. Suivant le type de commande qu'on prend, on a un comportement qui est différent. Par exemple, vous avez donc en bleu. Si on prend en bleu, eh bien là, on n'a pas du tout de commande stabilisante. Et c'est normal, puisqu'il n'y a pas de commande stabilisante. Vous voyez que là, l'impédance, pratiquement, elle va, on a un phénomène de résonance. Donc c'est vraiment très grand. Par contre, si on veut ajuster maintenant, c'est-à-dire adapter l'impédance, il faut introduire une commande. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, par exemple, vous voyez par exemple en rouge, vous avez par exemple le dumping actif, c'est-à-dire c'est la commande décentralisée. Donc, si on met
on commande donc en active dumping, on voit que finalement, on peut quand même ajuster l'impédance. Et donc, on peut arriver à, si vous voulez, adapter l'impédance et donc régler le problème donc, d'instabilité. Et la même chose, vous avez le troisième type, c'est la virtual impédance. Comme je disais tout à l'heure, il y a donc l'active dumping et la virtual impédance. Hein, la même chose avec la virtual impédance aussi, donc il y a une possibilité donc d'adapter l'impédance de sortie. C'était juste pour montrer un petit peu quel est le rôle donc, c'est pour ça qu'on l'appelle, si vous voulez donc, transformateur intelligent. Voilà, j'ai beaucoup de choses à parler, donc je vais être rapide un petit peu. Voilà. Alors, maintenant, la commande. Ça, c'est très important. On a parlé de commande. Lorsqu'on parle de commande, évidemment, tout le monde sait qu'il faut modéliser. On ne peut pas commander un système. Si, donc, et comment on modélise, évidemment, il n'y a pas de bon et de mauvais modèle. Hein, il n'y a pas. Le modèle, on le conçoit suivant ce qu'on veut voir. Hein. Il y a, par exemple, c'est-à-dire les modèles les plus compliqués, ce n'est pas spécifiquement les modèles les plus intéressants. Un modèle, on le conçoit en fonction de ce qu'on veut voir. Donc, la même chose, donc, il faut modéliser. Alors, pour être pragmatique, là, on a maintenant affaire, si vous voulez, à des sources qui sont aléatoires. Donc, il serait, je ne vais pas dire absurde, il serait, si vous voulez, illogique, il serait irrationnel d'aller chercher à modéliser le réseau. Ça n'a aucun sens et ça n'apporte rien. Enfin, du moins, les résultats des publications qui ont été. Tout simplement parce que c'est un système qui est aléatoire. Il vaut mieux raisonner en data. Donc, c'est pour ça que là, on sépare maintenant le bloc. Il y a ce qu'on appelle les black box. Les black box, ça veut dire que là, comme ça on dit, c'est une boîte noire. Donc, on ne peut pas intervenir. Et les black box, on l'utilise donc pas pour modéliser, c'est-à-dire pour représenter le réseau, puisqu'on ne peut pas le modéliser, le réseau, de par sa complexité et de par son caractère aléatoire. Et donc, ça veut dire que, comment donc on va alimenter cette boîte noire? Soit avec des données, hein, soit avec des statistiques, soit avec une fonction de transfert approximative. Ça. Par contre, ce qu'on peut faire, bon, ici vous avez la commande évidemment du Smart Transformer, vous avez toute la partie synchronisation, modulation, etc. Et la partie évidemment contrôle, stabilisant. Et par contre, le STM, comme je disais, c'est le convertisseur du Smart Transformer. Celui-là, par contre, on peut utiliser sous forme de white box. White box, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut intégrer, donc, on peut modéliser et intégrer des données. Là, évidemment, dans la white box, on peut introduire les paramètres du système normal, puisqu'on a accès au système. On peut aussi donc commander les paramètres, on peut introduire des paramètres de commande, et aussi donc, éventuellement, on peut aussi, de caractère aléatoire, on peut aussi introduire donc des données pour aider la modélisation. D'accord? Donc ça, c'est le modèle. Bon, là aussi, vous avez maintenant le design, la partie design, une fois qu'on a modélisé. Maintenant, il faut design. Bon, il y a beaucoup de méthodes. Bon, par exemple, ici, bon, j'ai représenté quelques méthodes. Par exemple, la méthode active dumping, la virtual impedance, et aussi, on utilise très souvent aussi la digital active. Ça, on utilise généralement pour la modification de l'amplitude. Ça, c'est les trois méthodes. Par contre, pour la phase, on peut utiliser facilement la méthode classique, le lead-lag compensation, hein, donc pour compenser donc, la phase du système. Bon, ça c'est un problème, donc ça c'est la commande. Le problème maintenant qui se pose, c'est la robustesse. C'est vrai, ça marche, mais est-ce que c'est robuste? Est-ce que c'est les paramètres, comme les paramètres vont changer? La robustesse, évidemment, maintenant, on a deux, on va dire, il y a deux approches. Il y a l'approche classique. Il y a l'approche probabilistique. C'est-à-dire que si on raisonne en termes de probabilité, on va considérer donc que le système est un système aléatoire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut utiliser donc des méthodes de probabilisme. C'est la méthode de Monte Carlo. Peut-être certains on va utiliser. Vous connaissez la méthode de Monte Carlo? Non, personne. Non, personne n'a utilisé? Ah oui, je crois que Mme Klingon fait ça, donc je vais m'arrêter. Bon, maintenant, la méthode de Monte Carlo, donc, est une méthode, est une approche probabilistique, pour simplement. Donc, on considère que le système est un système
aléatoire. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend tous les paramètres et donc, on va essayer donc de faire toutes les probabilités, toutes les possibilités de tous les paramètres. Et ensuite, donc, on va ajuster quels sont les pires scénarios et quels sont les meilleurs scénarios. Avec donc une méthode qu'on appelle Monte Carlo. Bon, ensuite, donc, pour la robustesse, là aussi, je peux peut-être m'arrêter, il y a deux approches. Il y a l'approche donc classique, d'accord, en temps réel. Il y a l'approche de l'intelligence artificielle. Bon, juste quelques exemples. Je vais montrer juste quelques résultats, si vous permettez. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas le temps, puisque Madame Lekiwa veut m'arrêter. Donc, avant que je m'arrête, bon, juste, je voulais vous montrer, mais je n'ai pas le temps, c'est pas grave. Je voulais vous montrer l'implémentation un petit peu de tout ça, avec donc soit. Hein, bon, il y a deux types d'implémentation. Il y a ce qu'on appelle la CIL, donc Command Controller temps réel, ou bien la PL, la PIL, Power Hardware Inline. Donc là, vous voyez, bon, pour les gens qui travaillent sur la commande, vous avez donc, on implémente la commande donc, sur un des states. Vous avez par exemple, vous avez le système qui est donc, on peut donc aussi donc implémenter des commandes stabilisantes au niveau des FPGA maintenant, puisque les FPGA sont pratiquement un coût donc, qui est très, très bas, donc on peut se permettre donc d'utiliser ceci. Alors, les résultats, un résultat que je voulais vous montrer, voilà, exemple, par exemple, ici, de la commande stabilisante. Vous avez à gauche, vous avez donc, avant de produire la commande stabilisante, on a donc la forme de la portion à la sortie donc, du transformateur, et on a le courant. Donc, comment donc, et ensuite, donc, en introduisant la commande stabilisante, donc vous voyez que on arrive donc à obtenir des résultats donc, qui sont intéressants. Ça, c'est à la sortie donc du transformateur. Encore une fois, oui, là aussi, un autre exemple. Là, on a pris donc un réseau avec des bus. Et à titre d'exemple, on n'a pas mis tous les bus. On a placé donc un bus au niveau donc, du bus, vous avez le bus 1, vous avez le convertisseur donc, du transformeur. Vous avez le bus 16, on a placé donc une source d'énergie renouvelable. Et le bus 18, donc une autre énergie renouvelable avec une de 18 kVA et l'autre de 27,7 kVA. Si vous avez les résultats, je vais les montrer ici. Voilà, regardez ici par exemple, l'exemple. On voit bien donc le rôle de la commande stabilisante. Vous avez par exemple le bus à supprimer les oscillations. Aussi bien on a installé donc l'éolien avec le 24 kVA. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, malheureusement, le temps. Hein? C'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois, Inch'Allah. Hein? Parce que c'est notre domaine, donc on va laisser ça pour la prochaine. Hein? Si je suis invité la prochaine fois, je vous montrerai. D'accord? Voilà. Donc je vais conclure. Je vais conclure simplement. Alors, ce qu'on peut dire donc, en conclusion, c'est que l'intégration donc, à haute échelle donc, des énergies renouvelables, évidemment, donc, pose un grand problème au système moderne de puissance. Puisqu'il faut maintenant, si vous voulez, mettre en œuvre des commandes qui permettent donc la sécurité et, si vous voulez, la qualité de l'énergie. Donc, il y a deux choses qui sont importantes. Donc, deuxièmement, donc, j'ai parlé aussi donc, j'ai parlé donc de solutions de stabilisation dans les systèmes modernes, donc, qui sont dus, donc, ces phénomènes d'instabilité, qui sont dus donc, à des harmoniques et des associations qui sont dus à une interaction entre le réseau et les convertisseurs. Donc, aussi, donc, j'ai parlé du smart transformer. Donc, on a vu que le smart transformer, c'est une solution, on va dire, donc, jusqu'à présent, donc, qui présente les meilleurs avantages par rapport aux commandes décentralisées et semi-centralisées. Enfin, donc,
Aussi, donc, je disais donc qu'avec le ST, on peut encore mieux améliorer la commande en utilisant donc des commandes robustes. Pour ce faire, donc, il y a deux approches. Soit donc, on fait donc une estimation online des paramètres, soit on utilise donc l'intelligence artificielle pour faire donc un apprentissage du système et donc et on a des résultats. Bon, je n'ai pas le temps de le montrer. Je vous ai montré. On aurait vu la différence entre, par exemple, sans AI et avec AI. Et les résultats sont effarants, une grande différence. Aussi, donc, point très important, jusqu'à présent, on parle toujours donc de microrides AC. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les microrides DC. Et évidemment, peut-être, je dis, c'est un point d'interrogation, à mon avis, c'est le problème d'instabilité. Je parle du problème d'instabilité. Donc, à mon avis, il reste toujours le même, parce que le problème d'instabilité, c'est un problème d'impédance. Mais il faut réfléchir aussi au problème d'instabilité dans les réseaux DC. Ça, c'est important. Et aussi, troisième chose, essayer de voir, est-ce qu'on peut combiner un réseau AC et DC? Voilà les points auxquels il faut réfléchir. Voilà, je vous remercie bien et je vous remercie pour votre attention.